Deux jeunes décidèrent de se lancer dans une petite urbex improvisée, dans un ancien parc d'attractions. Il s'agissait plutôt du petit parc familial qu'on se passait de génération en génération et qu'on essayait d'améliorer au fur et à mesure des années. L'urbex devait être rapide, car le parc n'était pas bien grand. Mais comme les deux jeunes étaient youtubeurs et qu'ils voulaient donner un peu plus d'originalité à leurs vidéos, ils décidèrent d'y aller de nuit, afin que l'atmosphère y soit plus effrayante. Ils arrivèrent dans le parc à 2 heures du matin. Ils eurent beaucoup de mal à le trouver. Ils n'avaient pas fait de tour de repérage durant la journée, et cela faisait plus de 5 ans maintenant que le parc n'était plus visité et n'était même plus indiqué sur des panneaux de signalisation. Il avait comme simplement disparu, ne laissant que quelques traces sur internet de lui, avec des avis très négatifs, ce qui a probablement poussé à sa fermeture définitive. Leur urbex commencèrent doucement. Ils visitèrent les anciennes attractions, aussi nulles les unes que les autres, en faisant bien attention de ne pas les toucher, car la rouille qui s'accumulait sur plusieurs d'entre elles signalait bien que les édifices ne tenaient plus que sur un fil. Après avoir visité la moitié du parc en seulement 20 minutes, les deux jeunes décidèrent de faire une pause à la cafétéria afin de vérifier que leurs appareils n'étaient pas tombés à court de batterie. C'est là qu'ils entendirent au loin une voix les appeler. Au début, ils pensèrent simplement au vent dans les arbres, mais plus ils tendaient l'oreille, et plus la voix était facile à entendre, et elle était bien en train de les appeler. Ils regardèrent autour d'eux, et ils virent un homme vêtu d'un grand costume de loup. Ce costume, ils le connaissaient bien. Il s'agissait de la mascotte principale du parc. Avant sa fermeture, le parc disposait de 5 personnages qui se promenaient avec les enfants, un peu comme à Disneyland, mais en version plus petit budget. L'homme en costume hurla sur les jeunes qu'ils devaient partir, ou sinon ils auraient de très gros ennuis. Ils le prirent d'abord pour un SDF, qui avait simplement vêtu ce costume pour ne pas avoir froid. Mais plus il se rapprochait, et plus il remarquait des détails troublants sur cet homme. Le costume était vieux et vétuste, comme si quelqu'un le portait tous les soirs, et ce, même si le parc avait fermé depuis des années maintenant. L'homme continua à avancer, et leva la main droite pour y montrer un énorme couteau, et hurla de nouveau qu'il devait partir, ou sinon ils auraient affaire à lui. Il continua rapidement, en hurlant que c'était son parc, et qu'il n'avait vraiment rien à faire ici. Quand ils comprirent qu'ils n'étaient vraiment pas les bienvenus, ils attrapèrent leurs affaires et coururent le plus rapidement à la sortie. L'homme en costume était derrière eux, peut-être pour les faire partir ou pour leur faire réellement du mal. Dans tous les cas, ils n'avaient vraiment pas envie de le savoir. Quand ils sortirent du parc et qu'ils remontèrent dans leur voiture, ils mirent le contact et les phares de leur voiture éclaira l'intérieur du parc. L'homme était là, à attendre qu'ils partent, afin d'être sûr qu'ils ne reviennent plus jamais chez lui. Et c'est ce qu'il fit, en se jurant que plus jamais ils ne retournèrent dans ce parc. Comme beaucoup d'entre vous, je me suis acheté le nouveau jeu Watch Dogs Legion, et je crois y avoir fait l'une des plus grosses conneries que je n'ai jamais pu faire. Le jeu a commencé tout simplement. L'histoire habituelle, les mêmes missions, rien de différent sur le coup. Cela est arrivé quand j'ai commencé à recruter des nouveaux dans mon équipe. J'ai recruté un personnage dont je préfère taire le nom, afin que cela ne puisse plus jamais arriver. Il avait sur lui un très bel arsenal, et très rapidement j'ai commencé à jouer avec.
Avec toutes ces belles armes, les combats étaient très faciles. J'avais réellement l'impression d'avoir mis le jeu en mode très très facile. Mais quelque chose a rapidement bugué avec ce personnage. Les animations qu'il avait au corps à corps n'avaient rien à voir avec celles de tous les autres présents dans le jeu. Au lieu des animations habituelles, le personnage s'amusait à utiliser des objets du décor afin d'affliger des morts lentes et très douloureuses aux autres personnages. Parfois il prenait un pied de biche et l'enfonçait de toutes ses forces dans la mâchoire des ennemis afin de l'arracher. Parfois même, il attachait les ennemis rapidement et avec un marteau, il leur brisait les os des doigts les uns après les autres, pour après s'acharner sur ceux des pieds et le laisser là hurler pendant plusieurs minutes, sans que je ne puisse rien faire pendant ce temps, et qu'il se décide à achever sa victime de plusieurs balles très mal placées dans le corps, lui infligeant une mort très longue et très douloureuse. Cela a duré tout le long que j'utilisais ce personnage. J'avais même l'impression parfois qu'il ne cessait de faire preuve d'imagination, uniquement pour essayer de me faire quitter le jeu, ou alors essayer de me faire vomir devant toutes ces atrocités. J'ai essayé dans un premier temps de me débarrasser de ce personnage, mais il était comme immortel. Il prenait très peu de dégâts, et à chaque fois qu'il mourait, je réapparaissais directement avec lui, sans pouvoir en changer. J'ai donc commencé avec regret une nouvelle partie, et cette fois-ci, il n'était pas question que je le recrute. Mais après plusieurs heures de jeu, quand j'ai commencé à le croiser de nouveau dans la rue, je l'ai tout simplement ignoré dans un premier temps. Mais après qu'il ait passé 3-4 fois à côté de moi, il a tué mes personnages les uns après les autres. Et cela aussi souvent que je recommençais la partie. À aucun moment il ne me laissait tranquille. J'essayais d'aller n'importe où dans la map. Mais au bout d'un certain temps de jeu, il finissait toujours par me retrouver et à mettre fin définitivement à ma partie. J'ai donc renoncé à ce jeu et je m'en suis débarrassé. Si vous aussi vous voyez un personnage un peu trop collant dans Watch Dogs Légion, surtout faites bien attention à vous, car ce psychopathe a bien l'intention de continuer à faire parler de lui. Moi et mon équipe sommes arrivés à la tanière de ce monstre. Il nous a fallu plusieurs heures avant de la trouver, même si nous savions plus ou moins où elle était située. Je dois dire qu'il avait fait preuve de beaucoup d'imagination afin de bien dissimuler son repère. Quand nous sommes entrés dans la caverne, il a fallu que nous avancions sur une centaine de mètres afin d'y découvrir ce qu'il y cachait. Mais cet enfant de salaud avait placé des pièges sur le chemin et l'un d'entre nous en fut les frais. Il ne s'agissait que de simples pièges loups posés sur le sol, et je dois dire qu'ils n'étaient pas très bien dissimulés. Les esquiver fut très facile, mais quand mon collègue Richard posa sa main le long de la paroi afin d'esquiver l'un d'entre eux, il ne fit pas attention à ceux qui étaient dissimulés sur les murs, et il s'y coinça la main droite. La blessure n'était pas profonde, mais pour quelqu'un de seul, cela doit être un piège mortel. Avant que le Rabbit Man ne rentre chez lui et ne découvre un repas gratuit juste devant sa porte d'entrée. Après ce rapide couloir et ces quelques pièges mal dissimulés, nous découvrâmes sa vraie tanière et toutes les horreurs qu'il y pratiquait. La première grande salle était la plus agréable à voir, éclairée par beaucoup de bougies et dont les meubliers étaient principalement faits avec les restes de ses dernières victimes. Des meubles en os et recouverts de peau étaient la principale décoration de ce qu'il semblait être le salon de ce monstre. Sur les murs étaient accrochées toutes ses collections, des cadres comprenant plusieurs visages et des quantités astronomiques de cheveux
dont certains venaient d'être fraîchement scalpés. Je ne pus m'imaginer combien de temps il faudrait à une équipe de police scientifique afin de réussir à identifier toutes les victimes présentes dans cette unique pièce. Mais nous n'avions pas le temps à nous attarder ici. Ce monstre était sûrement là, à se cacher dans un coin. Peut-être nous attendait-il, ou était-il parti depuis déjà longtemps? Dans tous les cas, il fallait continuer à avancer. Et même s'il n'est pas là, nous pourrons enfin mettre fin aux monstruosités de cet homme en lui privant de son repère. La grotte se continuait par un couloir avec 3 portes de chaque côté et une tout au bout du couloir. Nous nous divisâmes en 2 groupes afin d'ouvrir rapidement les portes et de ne lui laisser aucune chance de s'échapper. Les 2 premières portes du couloir, celles de gauche et de droite, lui servaient probablement de garde-manger. Plusieurs morceaux de viande étaient suspendus là, au milieu de la pièce, sûrement en train d'être séchés. Les morceaux variaient d'un simple biceps à une jambe tout entière, avec ici et là plusieurs gros récipients remplis de tripes et autres organes qui visiblement ne semblent pas être à son goût. Les 2e portes de gauche et de droite contenaient tous ces attirails de torture. Ils étaient exposés. Sa collection était des plus impressionnantes. Plusieurs étagères où étaient suspendus divers couteaux, des scies, quelques tronçonneuses et autres vieux objets de torture, dont pour plusieurs que j'ignorais complètement l'existence. Les 3e portes du couloir contenaient les gigantesques cages qui lui servaient à enfermer ses victimes. J'avais un petit espoir de pouvoir délivrer quelqu'un, mais malheureusement, il devait savoir que nous veniâmes le chercher, car malheureusement, ces 3 dernières victimes étaient déjà mortes. Il les a tout simplement égorgées, sûrement par faute de temps. Il ne voulait visiblement pas laisser quelqu'un qui aurait pu nous aider à le retrouver. La dernière porte, tout au fond du couloir, contenait une simple télé sur un bureau, avec plusieurs cassettes posées à côté d'elle. Elle était branchée à un vieux magnétoscope, et une cassette s'y trouvait déjà dedans. Notre chef d'escouade comprit qu'il nous avait laissé un petit message et lança la lecture de la cassette. La cassette ne contenait que de la neige sur plusieurs dizaines de secondes, pour après faire apparaître le Rabbit Man, qui était là et qui regardait droit devant lui. Puis il nous dit « Bonjour à vous mes chers amis. Ça y est, vous avez enfin trouvé où j'habite. Je dois dire que le jeu du fermier courant après le lapin a duré bien plus longtemps que je pensais. Mais après tout, c'est comme dans la chanson. Cherchez-moi, coucou, coucou, je suis caché derrière vous. Car oui, au moment que je vous parle, je serai derrière les collègues que vous avez laissés à votre QG. Car d'après vous, qui pourrait bien réussir à quitter ma tanière et à trouver du secours aussi rapidement que cela, à part quelqu'un qui connaît le Grand Canyon comme sa poche? Vous m'avez invité dans votre QG, alors que vous vous êtes introduit dans le mien. Je n'apprécie pas beaucoup votre visite improvisée, et j'imagine que vous allez me prendre toutes mes affaires, mais ce n'est pas grave, je vous pardonne. Car de mon côté, je vais faire de même. Quand vous serez rentré chez vous, vous n'y trouverez qu'un tas de cendres en ruine, et je vous souhaite bon courage pour réussir à identifier vos collègues. Mais promis, je laisserai l'un d'entre eux en vie, afin qu'il chante mes louanges. Ne vous en faites pas pour moi, je me suis trouvé une nouvelle tanière, et j'ai vraiment hâte
que notre petit jeu reprenne. Après tout, on s'amusait bien entre nous, vous ne trouvez pas? L'enregistrement s'arrêta brutalement. Notre chef d'escouade courut rapidement vers la sortie et appela rapidement notre QG afin de les prévenir qui était le Rabbitman. Mais personne ne répondit à l'appel. Plusieurs d'entre nous sont restés sur place. Les autres sont retournés aussi vite que possible au QG, en espérant de ne pas arriver trop tard. Mais après un voyage qui nous avait semblé comme une éternité, nous sommes arrivés trop tard. Et comme il l'avait prédit, notre QG était en cendres, et un seul de nos collègues était encore là dehors, attaché à un arbre, et avec les yeux arrachés. Il ne chuchota que quelques mots avant de s'évanouir. Son visage n'était pas le sien, car juste avant de lui arracher les yeux, il le vit arracher la moitié d'un faux visage qu'il s'était collé sur la figure, afin que nous ne le reconnaissions pas. Le fameux visage était là, et maintenant nous sommes là, sans QG, sans équipement, et sans plus aucune piste, afin de retrouver ce monstre, qui aujourd'hui aura réussi un coup de maître, qui aura coûté la vie à quelques-uns d'entre nous. Mais je peux vous jurer que cette sale pourriture mourra de même pour tous les crimes qu'il a fait. J'en fais le serment. Une jeune scientifique spécialisée dans la préservation des pandas s'était isolée dans les montagnes. Elle passait tout son temps avec eux, essayant de diminuer son impact le plus possible afin de ne pas laisser de traces, vivant dans une simple cabane qu'elle avait construite elle-même afin d'être sûre de ne déranger ni la faune ni la flore. Elle passa comme cela plusieurs années avec eux, des années qui, pour elle, étaient certainement les plus belles qu'elle ne pouvait jamais rêver. Mais tout vira au drame en une seule soirée. Ce soir-là, elle faisait ses rapports dans sa cabane. Comme tous les soirs, elle écrivait dans son journal les comportements différents des pandas, afin d'être sûre que les récentes activités humaines ne les dérangent pas dans leur vie tranquille. Quand elle entendit en loin un panda qui appelait à l'aide. Bien sûr, elle ne parlait pas leur langue, mais après toutes ces années, elle était capable de reconnaître quelle signification avaient leurs cris. Elle se rendit sur place assez rapidement et aussi discrètement que possible, afin de ne pas briser ces règles de base qu'elle s'était imposées elle-même. Quand elle arriva sur place, elle découvrit une vision cauchemardesque. Le panda était dans une petite clairière, éclairée par les faibles rayons de la lune, rampant avec les pattes avant, alors que celle de derrière saignait abondamment. L'animal continuait de hurler et d'appeler à l'aide. Bien sûr, elle s'apprêta à courir dans la clairière afin d'aider l'animal blessé, mais elle fut paralysée par la peur quand elle découvrit l'assaillant, une étrange créature qui sortit de la forêt juste derrière la clairière. Elle ressemblait à un animal, mi-homme, mi-cerf, comme un centaure, mais en version féminin, avec d'immenses bois ornant sa tête, et qui attrapa le panda par les pattes pour l'amener à la hauteur de son visage et le mordre d'une telle violence que la blessure en fit mortelle. La scientifique était complètement paralysée et resta là tout le long du spectacle, voyant la créature dévorer l'animal, commençant lentement par la tête et finir avec ses pattes arrière. Cette créature en licha même le sang présent sur le sol, afin de ne laisser aucune trace de l'animal, qui avait alors complètement disparu. La créature avança droit devant elle, et disparut aussi rapidement qu'elle était apparue. Quand elle retrouva ses esprits, la scientifique retourna à sa cabane et fit quelques recherches sur ce qu'elle avait découvert ce soir-là. Mais ne trouvant rien dans ses notes ou dans celles de ses collègues,
Elle rentra le lendemain en ville et elle découvrit dans une bibliothèque municipale que cet animal était un esprit qui vivait là depuis des centaines d'années. Trop peu d'informations pour savoir exactement comment s'appelait cette créature. Tout ce qu'elle savait était qu'à la base cet animal s'attaquait aux passants et autres randonneurs qui visitaient autrefois ces bois. Et c'est là qu'elle comprit. Elle avait certes réussi à transformer cette zone en une mini-réserve naturelle où les promeneurs ne pouvaient plus venir. Mais en faisant cela, elle avait contraint cette créature à trouver une nouvelle source de nourriture. Et au final, elle avait condamné ses petits amis à fourrure à être dévorés les uns après les autres par quelque chose qu'elle ne pourra jamais arrêter. Bonsoir à vous. Depuis le temps, on se connaît maintenant. Je suis votre vieille amie l'entité. Laissez-moi donc vous parler de mon nouveau jeu préféré, Phasmaphobia. Je dois dire que ça a été directement le coup de foudre entre ce jeu et moi. Cette angoisse permanente alors que c'est nous les squatteurs, afin de découvrir quelque chose qui n'a peut-être pas envie d'être révélé. Cela m'a donné envie d'essayer, à ma façon bien sûr. Cette fois-ci, je ne vais berner personne. Ou du moins, pas totalement. Aucun kidnapping, juste des invitations. J'ai une petite façon très originale de recruter mes petits candidats. Je vais tout simplement sur les lives de ce jeu et j'invite tous les streamers à participer à cette partie grandeur nature. Je peux vous garantir qu'ils refusent très rarement cette invitation. Pour y jouer, c'est très simple. Ils doivent se rendre à un certain endroit, à une certaine heure. Ils y trouveront le véhicule des chasseurs de fantômes, exactement comme celui du jeu, avec tout le matériel que je leur fournis, plus toute la liste des fantômes qu'ils doivent rechercher, avec quelques informations supplémentaires sur l'identité du fantôme et comment pouvoir l'invoquer. Ils refont exactement comme dans leur partie de jeu. Ils installent l'équipement, puis ils passent les uns après les autres dans la maison, car d'après eux, le fantôme sortira plus facilement s'ils sont seuls. Sur ce détail, je l'avoue, je n'ai pas su être réaliste, car malheureusement pour moi, le nombre ne change rien. La partie devient réellement intéressante quand il commence à appeler le fantôme par son prénom. Et là, tout va très vite en général, car le fantôme fera son apparition très vite et il les pourchassera partout dans la maison, jusqu'à ce qu'il attrape l'un d'entre eux ou qu'ils arrivent à fuir tous ensemble. Je dois dire que jusqu'à là, ils ont toujours réussi à fuir et je ne les ai jamais revus mettre les pieds dans mes maisons. Je suis sûr d'une chose, c'est que cette partie de Phasmaphobia, jamais ils ne l'oublieront. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer l'envers du décor. Bien sûr, je suis dans la maison et c'est moi qui allume et éteins les lumières, plus tous les petits effets audio par-ci par-là pour mettre l'ambiance. Et c'est moi bien sûr qui lâche le fantôme au moment où il commence à prononcer son nom. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que ces fameux esprits ne sont pas des fantômes. Ils sont aussi vivants que vous et moi. Il s'agit de tous les survivants de mes précédents jeux qui ont généreusement accepté de force de participer à une dernière petite partie. Ce qui les rend spécial et effrayants sont les quelques marques que je leur ai laissées sur la figure. Ces fameuses marques qui sont sur la liste des fantômes et qui permet en général de les identifier. Certains d'entre eux auront les yeux crevés, d'autres n'auront plus de mâchoire inférieure et d'autres encore seront brûlés, les rendant complètement méconnaissables. Le seul point commun qu'ils disposent ensemble, c'est qu'ils n'ont plus de langue et qu'ils sont incapables d'appeler à l'aide. Car en réalité, ils ne poursuivent pas les joueurs. Ils ne font que les appeler à l'aide. Mais essayez de vous mettre à leur place. Est-ce que vous aideriez une créature monstrueuse qui vous court après? Évidemment que non. Mais je dois vous laisser. Les prochains joueurs arrivent très bientôt.
et je me dois de remettre le fantôme dans sa cage et de remettre la maison en ordre afin que cette partie soit elle aussi inoubliable. Mais bien sûr, comme je suis poli, avant de vous laisser partir, laissez-moi vous poser une petite question. Voudriez-vous faire avec moi une petite partie de Phasmaphobia ?